Monsieur Cadet. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau thème. Donc, c'est quelles sont les principales conséquences de consommation de cannabis? Alors, le cannabis, une des conséquences de fumer du cannabis, c'est fumer du tabac. Donc, on a déjà toutes les conséquences liées au tabac. Il y a encore une dizaine d'années, on pensait que le cannabis ne donnait pas de cancer. En pratique, plusieurs études ont montré que le taux de goudron dans le cannabis est au moins égal au tabac, et certaines études ont montré qu'il y avait 7 fois plus de goudron dans un pétard que dans une cigarette. Donc on a sur la santé à peu près les mêmes dégâts que le tabac. Quand on analyse la fumée d'herbe, on s'aperçoit qu'on a à peu près les mêmes substances toxiques que le tabac, c'est-à-dire on a toute une série de goudrons, dont les benzopyrènes qui sont cancérigènes et bien connus, les dioxines qui sont des produits qui existent lorsqu'on brûle des ordures ménagères, et il y a encore quelques années, quelques décennies, cette dioxine libérée par les fumées des usines d'incinération avait provoqué des cancers. On entendait des filtres à dioxine. Par contre, dans le tabac, le filtre n'arrête pas la dioxine non plus. On a tout un tas d'autres produits cancérigènes, et le produit actif, dans le tabac c'est la nicotine, et dans le cannabis c'est le THC. Donc c'est la grande différence entre la fumée de cannabis et la fumée de tabac. Il y a 4000 composés toxiques dans les deux produits, et puis il y en a un qui a de la nicotine et l'autre du THC. Il y a très peu de différence. Donc en fait, quand on fume de l'herbe pure que quelqu'un cultive chez soi, c'est aussi toxique qu'une cigarette. Il y a les 4000 composés toxiques à quelque chose près, que l'on retrouve dans le tabac et dans l'herbe, qu'elles soient naturelles ou pas naturelles. Alors, on oppose souvent l'herbe naturelle un peu au shit marocain, parce qu'on retrouve des excréments de chameau, on retrouve quelquefois des extraits de pneus, mais quand on a avalé 4000 composés toxiques avec sa cigarette homologuée par le gouvernement français, qu'on rajoute les mêmes 4000 avec l'herbe, bon, rajouter un produit de plus, vous vous doutez que ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Alors, quelque chose qui a changé par rapport aux années 70, je vous ai parlé du du produit principal qui est le THC. Le THC, c'est un nom barbare qui s'appelle tétrahydrocannabinol. Pour le tabac, c'est la nicotine. Pour le cannabis, c'est le THC. Ce THC qui est le produit actif, du temps de Bob Marley, depuis des décennies, il était entre 0 et 1% de produit. Cela a augmenté à partir des années 70. Le cannabis actuel est environ entre 8 et 12%. Donc on est entre 10 et 20 fois la dose du shit marocain d'il y a 25 ans ou du pétard de 68. Donc les parents qui ont fumé un pétard et qui sont d'ailleurs des fois devenus ministres, eh bien ils ont fumé souvent à la faculté à 20, 25 ans, et un produit où il y avait quasiment rien dedans. Alors maintenant, les jeunes vont commencer à fumer des fois à 12 ans, et on a vu les conséquences chez le jeune, et avec un produit qui est 10 à 20 fois plus fort. Et maintenant, on est capable de faire des graines assez puissantes. Les Suisses, les Hollandais sont capables de faire des graines à K47, il y avait la Super Skunk déjà depuis un paquet d'années, avec des noms très ludiques, qui ont des teneurs en THC jusqu'à 30, ou le record que moi j'ai vu dépasse les 40%. Alors voilà, donc il existe même des graines à 30 ou 40% qui sont pas encore très répandues, mais on est déjà à des dosages qui sont phénoménaux. Alors, quels sont les grands chapitres et les grands dégâts liés à ce produit? Eh bien, comme c'est une drogue, on a un risque de dépendance. Il est évalué, selon les statistiques, entre 10 et 20%. On est plutôt de l'ordre de 20% maintenant. Donc ça veut dire que sur 5 fumeurs, 4 ne vont pas accrocher une dépendance, mais 1 va accrocher. Si on prend une population de 600 000 jeunes, vous vous doutez que ça fait quand même une proportion qui est énorme. Pour vous donner un rapport avec l'alcool, on serait plutôt entre 5% de dépendance, 5 à 10, on est beaucoup plus élevé. Par contre, on est beaucoup moins élevé que la dépendance au tabac. Que la cigarette. Alors que la cigarette qui est dans une proportion de pratiquement 70 à plus. Alors le principal problème au niveau de notre éducation, quand on est jeune, c'est les trous de mémoire. Si on a des trous de mémoire et qu'en plus on a une perte de motivation pour aller travailler, quand on est jeune, on n'est pas toujours super motivé pour aller bosser.
eh bien ça pose des problèmes pour les résultats scolaires. Alors, dès qu'on a une activité à faire, que ce soit une activité à conduire à scooter ou une activité où on a besoin de ses réflexes dans un sport et autres, eh bien on a des troubles de vigilance et de coordination qui existent comme avec l'alcool. Dans la consommation chronique, ça met un certain temps, mais le risque secondaire, le risque de perte de motivation est assez rapide. Par contre, le risque de dépression peut arriver secondairement parce que les récepteurs que l'on verra dans le cerveau vont se détruire. Et quand les récepteurs se détruisent, le jeune est obligé d'augmenter sa dose, donc il devient dépendant. Et plus il devient dépendant, moins il a de récepteurs dans son cerveau. Et là, peuvent s'enclencher des dépressions sévères, comme on a constaté avec l'alcool depuis longtemps. Autre conséquence, donc si on reprend pour tous les jeunes, les risques, on a 20% de risques, mais mémoire, vigilance et motivation, ça peut être une grande partie de la population qui fume. Plus rare, mais plus grave, on peut avoir des états d'angoisse, on appelle ça des bad trips, des mauvaises expériences, et avec des possibilités que le cerveau évolue pendant la période aiguë dans une paranoïa. Certains jeunes se sentent simplement suivis, ils ont l'impression d'être suivis dans la rue, c'est-à-dire que leur cerveau interprète, ont l'impression qu'on leur en veut. Quelquefois, ça peut aller beaucoup plus un mécanisme beaucoup plus violent qui peuvent entraîner dans ces bad trips une hospitalisation à l'hôpital psychiatrique, voire un délit. Et certaines personnes ont effectué des meurtres sous l'emprise du cannabis également, comme avec l'alcool. Beaucoup plus rare, qui est de l'ordre de 1%, mais dramatique, qui est la psychose, c'est la psychose, dont la schizophrénie. Le cannabis est capable de donner des psychoses aiguës, alors, qui heureusement disparaissent en général dès qu'on arrête l'intoxication, mais sur une partie. Avec l'arrêt, mais la psychose aiguë cannabique peut des fois durer jusqu'à 6 mois, donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est entre 10 heures et plus longtemps, et sur certaines personnes qui sont beaucoup plus fragiles, on peut déclencher et aggraver une psychose et entraîner une schizophrénie sévère à cause du produit. En fait, le cannabis, dans un premier temps, il améliore un peu cette maladie-là, et dans un deuxième temps, il la dégrade, il s'oppose aux médicaments, il empêche les médicaments d'efficacité. Vous savez qu'on a 1% de gens qui ont des schizophrénies en France. Cette maladie est en général jamais dépistée avant l'âge de 20 ans. Et c'est avant cet âge-là qu'ils vont consommer du cannabis. Donc ceux qui vont avoir une schizophrénie, s'ils touchent le cannabis, ça va être un drame. Ça va être un drame, une catastrophe, et on va déclencher ces maladies beaucoup plus précoces. Donc ne serait-ce que pour cette maladie qui est rare mais gravissime, on ne devrait pas consommer de cannabis avant 20 ou 25 ans, avant qu'on ait pu protéger ceux qui vont déclencher cette maladie. C'est une des raisons pour lesquelles le cannabis dans l'adolescence, avant qu'on ait fait les diagnostics psychiatriques, est très très dangereux pour l'avenir. Et puis quelque chose qui nous est arrivé quand on est amoureux, vous savez, si vous avez été amoureux une fois dans votre vie, on dit que l'amour rend aveugle. En fait, on a le cerveau frontal qui s'éteint, on perd le sens critique, et on se marie, mais après on est satisfait ou pas, mais c'est après qu'on s'en rend compte. Eh bien, le fumeur de cannabis a le cerveau frontal qui va s'éteindre et donc il perd le sens critique, c'est-à-dire que on peut le manipuler beaucoup plus facilement et il ne prend pas forcément les bonnes décisions qu'il doit prendre pour son avenir. Alors, si on résume ça sur un schéma, eh bien, vous avez dans l'alcool et dans l'héroïne, ce sont des drogues qui se dissouent dans l'eau, donc qui vont la totalité du corps et la totalité du cerveau. Le cannabis est un produit étonnant. Il ne peut pas se dissoudre dans l'eau, comme l'huile et l'eau. Mais il peut se dissoudre uniquement dans les graisses. Et un cerveau, c'est 80-90%. Donc c'est le cerveau qui va se voilà. Donc il va se mettre dans, il va se fixer où il y a des récepteurs, et il va se fixer où il y a des cellules graisseuses. Alors vous allez me dire, on a des cellules graisseuses pour les hommes dans le ventre et pour les filles au niveau de l'arrière-train. Mais les deux sexes, on a surtout dans le cerveau qui est beaucoup plus vascularisé. Donc le cannabis va d'abord se fixer sur les cellules du cerveau avant d'aller se fixer sur le ventre où ça serait moins important. Et quand on voit les petits points blancs, ce sont les récepteurs, on voit les avantages et les dégâts. Les avantages, ça modifie la perception sensorielle. Certains musiciens, on peut peut-être utiliser ça. Moyennant les dégâts, c'est tout le reste. À l'arrière, c'est le cervelet, ça permet à la coordination. Donc, je vais avoir des accidents de voiture, de scooter. La corne jaune, c'est la corne de la mémoire, et vous voyez bien que le cannabis est fixé au niveau de la mémoire, donc pour l'éducation, c'est pas terrible, on vient de le dire. Ici, c'est le centre de la dépendance de toutes les drogues, et on voit le cannabis, si ce n'était pas une drogue, eh bien, qu'est-ce qu'il fait pile à l'endroit du centre de la dépendance où on fabrique le plaisir et la dopamine. Et quelque chose qui est assez spécifique de cette drogue à pas, c'est ces récepteurs derrière le front, qui nous permet, nous, d'avoir un jugement, un sens critique,
et que je vous avais dit qu'on perd dans la première phase où on est amoureuse, et que le fumeur de cannabis, en général, quand ça va bien, il est heureux, et quand ça va mal, ça va toujours bien, il ne se rend même pas compte jusqu'à la dépression, jusqu'au suicide, il est heureux, on vous le montre comme ça, un peu, on parle de syndrome amotivationnel, je n'ai plus de motivation, et je me rends plus compte de mon état, ce qui n'est pas totalement compatible avec la mondialisation actuelle. Alors, dernier point, c'est l'accidentologie. Voilà une machine qui avait été faite par le professeur Constantin, pharmacologue de la fac de Rouen, qui avait étudié les quantités d'alcool chez le rongeur pour démontrer, parce que les gens, à une époque, pensaient que l'alcool ne donnait pas d'accident de la route, pour démontrer, plus on mettait de l'alcool chez le rongeur, moins il avait de plus il avait des troubles de coordination, comme on ne peut pas mettre un rongeur sur un scooter, eh bien on le mettait sur ce rotor-là, le petit rongeur, tant qu'il a l'équilibre, il galope, dès qu'il n'a plus d'équilibre, il tombe. Premier rongeur, on lui a mis moins de 0,50 d'alcool, et il galope très bien, au-dessus de 0,50 il tombe, et puis ce rat qui est parti dans le sens même inverse et qui se demande ce qui lui est arrivé, on lui a cumulé du cannabis, plus la moitié de l'alcool de cette rongeur, la moitié seulement, mais plus un peu de cannabis, et là il est complètement scratché, et s'il était sur un scooter, ce serait passé encore plus mal.